Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Média Pro qui parle de cinéma et d'audiovisuel. Ce soir, on va consacrer entièrement cette édition à un réalisateur et surtout à un photographe qui a filmé la révolution algérienne, Stéphane Labodovic. Bien sûr, cette consécration qui a été immortalisée à travers deux documentaires dont la réalisatrice Mila Touraylic participe en Algérie au Festival du film international d'Alger qui est présente ce soir pour parler des deux documentaires consacrés à Stéphane Labodovic. Mila, bienvenue. Merci. Avec nous, nos deux experts en audiovisuel, Sofiane Baroudi, qui a un petit peu participé à ce documentaire, et également Faisal Matawi, qui a suivi grandement le déroulement de ce festival et qui va nous parler justement de l'impact de ces films sur le festival, mais surtout sur la mémoire de la révolution algérienne. Avant de commencer le débat, on va regarder ce VTR préparé par Sofiane Baroudi sur les deux projections qui se sont déroulées à la salle Ibn Zaydoun sur justement le parcours ou l'œuvre de Stéphane Labodovic filmée par la réalisatrice Mila Touraylic. Le Festival international de cinéma d'Alger revient après 2 ans d'absence. Cet événement est non seulement un espace dédié au 7e art engagé, mais se veut aussi être un lieu de réflexion et d'échange démocratique autour de différentes thématiques liées aux problématiques auxquelles se trouve confronté le monde contemporain. J'avais invité M. Oliver Stone qui a donné à ce festival une dimension importante parce que c'est un homme très engagé, c'est un homme dont le cinéma est engagé. Et ensuite, nous avons petit à petit ouvert cette notion d'engagement à des causes humaines. Par exemple, cette année, nous avons les minorités indiennes et inuites du Canada qui ont été vraiment victimes quelquefois c'était presque du génocide, quoi. C'était des traitements sauvages. Le festival a cette année choisi des angles thématiques de grand intérêt. À ce propos, la création cinématographique féminine et l'action égalitaire seront à l'honneur, ainsi que l'axe mémoriel, qui revêt une grande importance pour le public algérien, très intéressé par l'histoire, principalement celle de la glorieuse guerre de libération nationale et de ses multiples projections de par le monde. Je suis ici avec un diptyque de 2 films qui sont créés à la base des archives, filmés par un homme qui s'appelait Stéphane Labodovic, qui était le caméraman personnel du président yougoslave Tito. Un film raconte la naissance du projet du tiers-monde et l'autre film raconte la guerre d'Algérie, encore une fois filmé par lui pendant 3 ans au sein du Front de libération nationale. Pour moi, la projection à Alger de ces 2 films est la projection la plus importante que je vais faire. Donc pour moi, en fait, c'était essentiel de venir ici et de montrer ces 2 films ici. La culture est donc un puissant vecteur politique et un champ capital pour rendre visibles les efforts déployés par l'Algérie dans le soutien des causes justes, à l'instar de celle de la libération des peuples de Palestine et du Sahara occidental, résistant toujours au joug colonial. Voilà, c'était un reportage signé Sofiane Baroudi. Mila, alors, première question, pourquoi, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu déjà des documentaires sur Stéphane Labodovic en Yougoslavie ou en Serbie aujourd'hui, mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de reportage ou de documentaire sur sa carrière ou son travail. Pourquoi avoir attendu? Je sais que vous êtes une passionnée de cinéma et surtout d'archives. Pourquoi il a fallu attendre un petit peu les dernières années de sa vie pour se consacrer à son travail mémoriel, en fin de compte? En fait, je n'ai pas attendu, c'est que j'ai appris trop tard, ou presque très tard. Donc Stéphane Labodovic avait 87 ans quand je l'ai rencontré, et ça se trouve que je l'ai rencontré ici, à Alger, en 2014, quand il était l'invité d'honneur du festival de cinéma engagé. Ah bon, je pensais que vous l'accompagniez à cette époque-là. Non, donc nous, c'est vraiment bizarre, on vivait tous les deux à Belgrade, mais en fait c'est ici à Alger qu'on s'est rencontrés. C'est un peu le destin qui nous a... Ça fait une belle part des choses, quoi. Exact, mais ça vous dit beaucoup sur son statut à Belgrade, parce que moi, comme quelqu'un qui a quand même beaucoup travaillé dans les archives des actualités yougoslaves, j'ai ignoré son existence. Et surtout, j'ai ignoré qu'il y avait des chapitres de sa vie qui étaient si importants pour les pays comme l'Algérie, parce qu'il avait passé quand même des années en filmant ici. Et du coup, c'est en fait que chez nous, c'était pas une histoire qui était racontée, surtout après l'effondrement de la Yougoslavie, c'était pas du tout une période historique qu'on connaissait. Il était parti à la retraite en 88, c'est un peu pour ça qu'il a disparu des radars.
Et éventuellement, le fait de s'intéresser à son travail, il faut rappeler que Stefan Labodović était venu en Algérie sur instruction du maréchal Tito en 58 et 59. Il était venu pour filmer un reportage d'un mois. Il est resté 3 ans jusqu'à l'indépendance et il est reparti avec 83 kilomètres de films sur lesquels est sorti 27 films et plus de 247 photos. C'est énorme. Hein? C'est vraiment énorme et ce n'était pas du tout prévu, effectivement, comme vous avez dit. Donc, Stefan Labodović était un des 2 caméramans des actualités yougoslaves dont le travail était de suivre et d'accompagner le président yougoslave Tito pendant ses voyages. Ça a commencé en 1954 quand Tito a décidé de quitter l'Europe pour la première fois et pour voyager en Asie et en Afrique. Il a fait son bateau. Et Stefan était un des 2 caméramans choisis pour l'accompagner. Et de là est née cette relation entre lui et Tito, ce qui fait que quand en 1959, les représentants de GPRA sont venus à Belgrade pour demander le soutien et l'aide yougoslave de tous les domaines pour la lutte de libération, une des demandes était d'aider sur le plan de propagande cinématographique. Et c'est là où Tito a choisi d'envoyer Labodović, comme vous avez bien dit. Et en fait, l'idée était qu'il allait faire un film. En fait, il a commencé à faire une chronique de la lutte de libération. Et effectivement, à partir de novembre 1959, quand il est arrivé, jusqu'à la libération, il a passé de longues périodes de temps ici pour filmer. Alors, Faisal Mataoui, beaucoup d'Algériens ne connaissent pas Labodović en matière de sa participation dans la Révolution, surtout en matière d'impact audiovisuel et cinématographique, parce qu'il a un petit peu immortalisé des images importantes qui sont parfois reprises par les actualités algériennes. Oui, Mila, dans son film qu'on a vu aujourd'hui au Festival international du cinéma d'Alger, Sénéguéria, la révolution donc vue à travers les images de Labodović, dit que les Algériens peut-être connaissent les images de Labodović parce qu'ils les ont vues dans la télévision, ils ne connaissent pas l'auteur. Mais ils ne connaissent pas l'auteur. Et elle a été, c'est vrai, peu connue, et donc, parce qu'il n'y a pas eu un travail après l'indépendance sur... c'est vrai qu'on l'a cité parfois dans des articles, dans des émissions, mais il n'y avait pas un travail de faire connaître mieux. On connaît peut-être René Vauthier, on connaît Pierre Clément... René Vauthier est plus célèbre. Oui, Jamel Chadli. Surtout même chez la presse. Hein. Oui, mais on a un peu oublié Labodović. C'est vrai que M. Ahmed Bjaoui, qui est le directeur artistique du Festival d'Alger, a réservé un livre, et dans le livre, il évoque Labodović, oui, tout à fait, oui. Qui a été effectivement honoré en 2014 à la salle Mougar à Alger. On voit d'ailleurs des images dans le documentaire de Mila, comment il a été honoré, comment il était entouré par des jeunes qui venaient prendre des photos, qui découvraient en fait un monument, parce que grâce à lui, on a vu beaucoup de choses. Le FLN et la ALN ont eu donc l'intelligence de faire appel à un caméraman, et Tito a envoyé son meilleur caméraman. Je me trompe, mais c'est vraiment, ça veut dire que Maréchal Tito avait une grande estimation pour la guerre de libération nationale, pour le combat libérateur des Algériens. Et donc ce travail est effectivement très précieux. Avant de poursuivre le débat avec Sofiane Baroudi, on va regarder la bande-annonce du film Sénéguéria qui se consacre justement au travail de Labodović sur la révolution algérienne. Zaista u tom periodu su bile velike ličnosti svetskog klasa. To je počeo sve se malo rasvešćuje. Evo ti, znači Beogradska konferencija, rad konferencije, 10. rolna. Evo, ovo ti je Stefan Labodović. Sve susrete najsveštene sam pratio i snimao. We have come here to interpose our influence between the 2 existing blocs. John Foster Dulles considered it immoral for a nation not to take sides. Kako su bezobrazni. Znači, nećete vi pričati našu priču na taj način. To sam sve ja snimao. Svet sam obišao, 112 zemalja sveta. A da, samo jednu ruku. Ovde u hodniku na ovim policama se nalaze materijali koje, kao što vidiš, su neobeleženi, nemaju brojeve. Čekaj, imate još stvari koji zapravo ne znate šta su? Da. Non-alignment is not neutrality, but in an essential way, the freedom to be free.
Our purpose here is to build a new world. Gledaj da se ja zateknem tu. To build the world anew. C'était un petit peu aussi la bande-annonce d'un documentaire que vous avez présenté. C'était Non aligné de Stefan Labodovic, les images de Stefan Labodovic. C'est important aussi ces images qui ont montré un petit peu le mouvement des non alignés en 61 à Belgrade, la réunion importante. Et c'est un travail énorme de montage, surtout la scène quand vous avez monté les images avec le son. C'est formidable de trouver ces archives et de le réutiliser dans le bon contexte. Oui, peut-être c'est important de dire que, effectivement, vu que mon rencontre à Steven s'est passée ici en Algérie, je suis partie sur l'idée de faire un documentaire sur cet épisode algérien de sa vie. Mais en fait, pendant les 3 ans que j'ai eu le temps de filmer avec lui, j'ai compris qu'en tant que caméraman de Tito, il a quand même aussi réussi à capter les événements et les personnalités qui ont amené à la création du mouvement des non-alignés. Et surtout, à un moment, pendant le travail, on a découvert 26 bobines dans la cave des actualités à Belgrade qui n'ont jamais été utilisées. On a numérisé ça et je me suis dit, il faut faire un film, un diptyque en fait de 2 films, où le deuxième sera consacré à cette première conférence des non-alignés qui a eu lieu à Belgrade en 1961. Et l'étape prochaine, vu que ces bobines étaient sans son, sans bande sonore, était d'aller aux archives de la radio, trouver les sons qui existent des enregistrements sonores de la conférence de Belgrade. Et on a fait un travail qui a aussi inclus une consultation avec des gens qui sont des sourds muets, qui nous ont aidés en fait à lire. La synchronisation. Exactement. Mais vous avez très bien synchronisé l'image et le son, c'est formidable. C'est un travail colossal un petit peu, sans les archives, je pense que ce documentaire n'aurait pas la même valeur. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, c'est vraiment à la fois l'histoire de cet homme qui a filmé, mais surtout la richesse des archives qu'il nous a léguées. Alors, il est resté 3 ans en Algérie pour filmer la Révolution, et vous êtes resté 3 ans avec Labodovic pour filmer sa vie et son parcours. J'ai jamais pensé à ça, mais effectivement, il y a quelque chose. C'est un vrai témoin de l'histoire, parce que Labodovic a accompagné Tito dans au moins une centaine de pays. Et Mila montre dans son documentaire le bateau, le Galeb, qui a permis à Tito de Il a fait le voyage de la paix de février à avril 1961. Et c'était un discours qui, aujourd'hui, trouve de la résonance dans le monde d'aujourd'hui. On en a parlé dans le débat avec Mila dans Alassane Ibn Zaidoun, parce que le monde d'aujourd'hui parle maintenant de ce mouvement qui était un merveilleux mouvement, parce qu'on était nés avec l'un et avec l'autre. Et ce qui était fabuleux dans le documentaire de Mila, c'est de voir des gens heureux. Parce qu'en septembre de 1961, Belgrade était devenu le centre du monde. Voir Sukarno, Nehru, Ben Nasser et tous ces grands leaders qui étaient défilés donc dans les rues de Belgrade. C'était la grande fête et on a senti que Mila est un peu favorable à ce mouvement, n'est-ce pas? Sofiane, on va te donner la parole. Ouais, j'aimerais ajouter un commentaire par rapport à ça, et par rapport à l'importance déjà premièrement du soutien yougoslave à la révolution algérienne, et par rapport aussi à l'importance du mouvement des non-alignés, c'est-à-dire dès le départ en 1955, la conférence de Bandung a été la première présence diplomatique du Front de Libération Nationale dans une grande conférence internationale. Mais le sommet de Belgrade en 61 a vraiment concrétisé le gouvernement populaire de la révolution algérienne comme étant un État à part entière, parce qu'il y a eu la première reconnaissance d'un grand État européen du gouvernement provisoire. Ce qui est un élément très important. Il y a une scène magnifique où Tito annonce justement le soutien au GPRA, qui était représenté par Ben Khedda à l'époque. En fait, Tito a reçu les 2 présidents du GPRA. Il a reçu Farhad Abbas avant, accompagné de Bossof, et ensuite il a reçu Ben Khedda en tant que président de la République algérienne, alors qu'on n'était pas encore indépendant. Il y a aussi un soutien diplomatique très important de la Yougoslavie au niveau des Nations Unies, mais aussi ce qu'on connaît moins, c'est qu'il y a un rôle yougoslave dans la médiation et dans la négociation secrète dès 1955. Et ça, Feuille Damel, qu'on parle dans son livre sur les accords d'Évian, il dit que les premiers contacts entre le FLN et la France se sont faits à travers une médiation yougoslave. Il y a eu des rencontres notamment en Croatie dès 1955. Et le sommet de Belgrade en 61 a vraiment donné un grand coup de pression sur Paris pour vraiment accélérer les négociations et les accords d'Évian et accorder le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Et la reconnaissance du GPRA par Tito, la Yougoslavie l'a payé chèrement, n'est-ce pas, Mila? Oui, après il y avait une rupture des relations diplomatiques avec la France. Pendant combien de temps? Je ne sais pas, mais là c'était vraiment pendant très longtemps et ça a vraiment positionné la Yougoslavie.
comme un pays qui, après ça, s'est engagé dans la lutte de pas mal d'autres mouvements de libération. Tout à fait, oui, tout à fait. Il y a aussi la présence, du docteur Nkrumah, qui était le président du Ghana, qui était le plus grand appui algérien en Afrique. D'ailleurs, la conférence d'Accra en 1958 a vu une présence algérienne très forte, représentée par le docteur Frantz Fanon, qui a donné vraiment un essor au combat non seulement algérien, mais au combat africain pour la libération, parce que la guerre de libération algérienne a été vraiment, et on l'a vu dans le documentaire d'aujourd'hui, le moteur de la libération du continent africain. D'ailleurs, la France a renoncé à au moins 20 pays africains en 1960. Hélène Ortefi le dit dans le documentaire. Exactement. Il a dit que la France a délaissé ou elle a permis, entre parenthèses, céder 20 colonies en Afrique pour garder l'Algérie. Alors, dans le documentaire Ciné-Guérilla, vous avez interviewé l'ancien responsable de la Révolution, Selim Saadi, qui est devenu ministre de l'Intérieur par la suite, mais également un ancien commissaire politique, qui ont parlé un petit peu du travail de Labodovic durant sa présence pendant 3 ans. La question que je me pose, vous ne le citez pas dans votre documentaire, comment communiquer justement Labodovic qui ne maîtrisait pas le français, qui a été envoyé comme ça au maquis face à des jeunes moudjahidines qui parlaient essentiellement arabe. Donc la communication passait très bien malgré l'handicap de la langue. Oui, donc Labodovic parlait en français de base et en fait dans ses carnets privés, parce qu'il a tenu un carnet de terrain pendant tout son séjour en Algérie, je vois dans ses notes qu'en fait il faisait des cours de français presque quotidiennement. Il a essayé de mettre son français à un niveau pour pouvoir communiquer. Il a aussi appris quelques mots en arabe pour pouvoir communiquer, mais selon tout ce que j'ai entendu de ses camarades de guerre, en fait, il y avait une ouverture d'esprit qui était telle qu'en fait, il communiquait avec les gens malgré tout ça. Donc, je tenais absolument à donner la parole aux gens qui l'ont connu à l'époque et dont le travail, en fait, était impliqué au sien. Et c'est comme ça que je suis partie à la recherche. Donc, c'est lui qui m'a donné son carnet d'adresse d'Algérie. Et en fait, c'est son homme qui m'a ouvert les portes. Donc, en appelant les gens pour leur dire que c'est Stevan Labodovic qui m'envoie, en fait, tout le monde était prêt à m'accorder un entretien. Une interview. Dans le documentaire de Mila, Salim Saadi parle de comment Labodovic a pris beaucoup de risques. Il a été même blessé. Et à un moment donné, où il y a eu un bombardement, c'est un photographe qui est devenu presque militant aussi de la cause, parce qu'il portait il y a une scène très importante, c'est que quand il filmait, par exemple, il ne filmait pas les blessés ou les corps des moudjahidines, par dignité, aussi par respect. Par respect. Il montrait seulement l'enterrement et la scène de l'enterrement. Elle est très émouvante. Il disait, j'ai tout fait pour ne pas montrer mes émotions, parce qu'elle était vraiment touchée parce que ce qu'elle a vu. Je voulais poser la question, si vous permettez, Salim, à Mila, est-ce que Labodovic a écrit ses mémoires? Non. Il n'a pas écrit. Mais il a un livre, ce serait bien de faire sortir ses mélos. Avant de poursuivre le débat, on regarde la bande-annonce de Ciné-Guérilla qui est très intéressante en matière surtout d'images d'archives. Eto tu sam snimao, pa to je sve tu. Što se tiče Alžira, tu je. Polako, dosta Stevane, dosta. Zato što je to bio jedan od prvih velikih oslobodilačkih pokreta. The Algerians had always been conscious that they had to influence international opinion. It was very difficult work. It's hard to imagine what an Algerian army looks like. Avec Labodovic, nous avons travaillé beaucoup sur l'information avec la presse internationale. Et ça? Ça, c'est moi. Mene je iznenadilo jer sam ja mislila da on otišao tamo i dokumentarno snimao šta je video. U stvari, kad mi je dao scenariju, sam ja skapirala da ne, on ima instrukcije šta da inscenira. Ja sam znao da to mora da oći sloboda. Kad? Tad. Da ću ja doživjeti, ali će bar nešto ostati. Eto zašto se s njim. Šukran!
Félicitations pour ce documentaire qui est très très émouvant par rapport au film non aligné qui est très politique. Celui-là, il est très intimiste. C'est vrai. Donc il y avait quand même, pour lui, c'était vraiment le chapitre le plus important de sa vie, l'engagement qui comptait le plus pour lui. Et lui, il se sentit vraiment algérien. Donc j'ai compris que ce film, il fallait le faire à un autre registre. Il a compris, Laboudovic, lorsqu'il est rentré à Alger, à l'indépendance, l'énormité du travail qu'il a fait. Il a compris, j'ai participé à l'histoire de ce pays, c'est vrai, il a participé. La scène est émouvante quand il arrive dans la chambre d'hôtel, il se frappe les mains comme ça, il dit... Parce que la scène avec les enfants, elle est très forte, parce que les enfants ne le connaissaient pas, et quand ils arrivent dans le musée, le maître leur dit, voilà, leur explique que les images de la Révolution, c'est ce vieux bonhomme qui les a filmés. Ils sont émerveillés, ils prennent des selfies, ils prennent des photos. Parce que tout le monde connaît ces photos, on les a vus tous dans les livres, y compris dans les livres scolaires. Même les images. Oui, mais on ne connaît pas qui les a fait. Ce qui était important, et Salim Saadi le dit dans le documentaire, c'est que là, Armée de Libération Nationale, le FLN faisait confiance à Laboudovic. Il lui faisait confiance, il le faisait entrer partout, il assistait à tout. Et il a même, M. Saadi a révélé une information chez vous, c'est en disant qu'à un moment donné, il y avait un photographe qui venait de l'Allemagne de l'Est et qui finalement donnait sa matière pour les Français. Ça veut dire que le rapport entre les soldats du FLN, les officiers, les politiques de la direction de la Révolution était très fort avec Laboudovic, ce qui a permis de faire ce travail merveilleux de documentation, parce que c'est un travail de documentation de la guerre de libération nationale et qui a beaucoup aidé aussi. Après, c'est expliqué dans l'autre documentaire de Mila, comment le dossier algérien ou l'affaire algérienne à l'ONU a été avancée grâce à ce travail qui a donné de l'image. Il y avait quelque chose qui se passait en Algérie, contrairement à la propagande coloniale à l'époque où, disons, il n'y avait qu'une petite révolution. Parlait de propagande, mais propagande positive. Dans le sens, dans le sens politique. Et ce qui est bien, c'est que dans votre documentaire, vous montrez la propagande française, comment il montre un petit peu les choses, et à l'inverse, vous montrez les images de Laboudovic qui montrent un petit peu une armée organisée. Je tenais beaucoup à montrer en fait contre quoi il luttait. Voilà, oui, donc exactement. vous donner une idée de quel était le récit français, jusqu'où ça allait, donc, en fait, dans leur phrase sur la mission civilisatrice de la France. Et puis comme ça, on comprend en fait à quoi il faisait face et contre quoi il construisait son propre récit politique. C'était en fait de la contre-propagande. En fait, Laboudovic, je pense que la valeur ajoutée, c'est que c'est vraiment un militant avant tout, parce qu'il y a déjà une correspondance entre... Parce que Laboudovic, c'est comme Tito, c'est un partisan qui a combattu le nazisme en Europe. La Yougoslavie a été constituée comme nation révolutionnaire dans le combat contre le nazisme. Et justement, il y a une correspondance qui est très très forte avec le combat du peuple algérien pour l'indépendance, et c'est ce qui a été ressenti profondément déjà par la direction du FLN, de l'ALN, mais aussi c'est ce qui a été ressenti, y compris par la base militante. C'est-à-dire qu'il y a une confiance qui a été créée, y compris avec les Djonoud, et y compris avec la base, parce qu'il a d'abord filmé les camps qui étaient des camps de réfugiés d'abord, et ensuite les camps de l'armée de libération nationale. Et donc il y a un peu, moi je pense que la valeur ajoutée réelle, c'est vraiment le côté militant qui a joué. Ce serait bien à la régie de nous montrer les images justement de Laboudovic, parce qu'il y a des images, des photos qui ont été prises, parce qu'il n'y a pas que les images filmées, il y a aussi des photos qui ont été prises. Il y avait un appareil photo sur lui tout le temps. Il y avait des appareils photos tout le temps sur lui. C'est avant tout un photographe, avant d'être un caméraman. Mais il avait toujours la caméra et l'appareil collé à côté de lui. Ça, c'est un travail très important. Qu'en est-il justement de toutes les archives qu'il a réalisées? Je sais que, par exemple, je vous ai posé la question la dernière fois, vous m'avez un petit peu envoyé sur d'autres chemins ou d'autres cieux. Qu'en est-il de la participation de la Cinémathèque algérienne ou des archives algériennes concernant les images de Laboudovic, sachant qu'il y a des images au niveau de la Cinémathèque algérienne sur le maquis et qui ont été sûrement filmées par Laboudovic, parce qu'il ne faut pas oublier que les archives de la Cinémathèque algérienne proviennent de Tunis, parce que en fait, Laboudovic avait conservé toutes ses archives à Tunis avant de les rapatrier, soit en Yougoslavie, soit en Algérie. Je pense que c'est peut-être intéressant de parler un peu de comment ces images ont circulé. Donc lui, il était dans le maquis avec son caméra, il filmait, et lui, il amenait ses bobines, donc les choses qu'il a filmées, à l'ambassade yougoslave à Tunis. L'ambassade yougoslave à Tunis les envoyait en Yougoslavie par voie diplomatique. C'est à Belgrade que le matériel était développé dans le laboratoire et surtout monté. Et ce qui est intéressant,
intéressant et qu'il faisait venir des gens comme Capitaine Ferhat, comme on voit dans le film, à Belgrade pour écrire les commentaires avec eux. Donc c'est vraiment les Algériens qui sont investis dans la narration de ces images. Et puis les films finis étaient renvoyés à Tunis pour être montrés au gouvernement provisoire et au ALN et diffusés internationalement, donc envoyés à l'ONU et tout ça. Donc il y avait une vraie circulation de ces films. Mais il y avait des copies, les masters sont à Belgrade. Et du coup, des copies ont resté à Tunis. Et je pense que il y a vraiment, à cause de ça, une collection de ces films qui était déjà en fait ici à Alger, mais le matériel non monté, ce qui veut dire les roches, ils sont à Belgrade. Il a filmé 83 km de rush, hein, c'est énorme. Hein. Oui, et surtout, il faut dire 83 km en pellicule 35 mm, même pas 16, qui est extraordinaire. Vous n'avez pas exploré toutes les images, parce qu'on a vu, vous avez montré des étagères qui sont importantes. Donc il y a toutes ces étagères qui étaient exposées... Je peux vous dire qu'après 7 ans de travail sur ce projet et des semaines passées dans la numérisation des archives, mon estimation est que je n'ai pas vu même 20% de ce qu'il a filmé. Quand même, donc il y a un travail à faire. Il y a sûrement des trésors. Il y a sûrement des trésors dans ce travail. Vous pensez poursuivre justement ce travail Justement, d'archives. Donc on a créé un projet qui maintenant dépasse les 2 films, parce qu'en fait, ce qu'il a filmé, comme je dis, l'Algérie était que la première étape dans une carrière qui était aussi de filmer d'autres mouvements de libération, y compris l'OLP, et il a fait un documentaire sur Yasser Arafat. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est poursuivi pendant presque 2 décennies après. Et à la base de toutes ces archives, on a décidé de créer un projet de recherche artistique qu'on a nommé Non-Aligned Newsreels, ou si vous voulez, les actualités de non-alignés, dont l'idée était de passer maintenant à un autre stade, qui est la numérisation de ces archives, et de faire des ateliers avec des gens des pays où le matériel était filmé. Du coup, on a commencé, pendant l'épidémie de Covid, à faire sur Zoom des ateliers où les choses qu'il avait filmées au Mozambique, par exemple, on a montré aux gens à Mozambique. On a fait un atelier avec Sofiane où on a essayé de lui donner la parole pour que lui, il contextualise les archives algériennes. On va encore faire un cette semaine à Alger. Mais l'idée est maintenant de susciter la parole des gens des pays où le matériel est filmé pour voir comment eux, ils le regardent aujourd'hui et comment eux, ils peuvent le réactiver à travers leur propre récit, leur propre regard. Est-ce que les actualités, Novosti, c'est ça? Je pense que c'est en russe, hein, le Novosti. Est-ce que ces actualités servent existent toujours comme institution ou c'est fini? Elle a été dissoute. Oui et non. Donc l'institution elle-même existe. Mais à l'époque, c'était une institution au niveau fédéral, quand on était la Yougoslavie, gérée par le gouvernement fédéral. Quand la Yougoslavie a disparu, on a eu un changement de constitution, parce que maintenant on n'est plus une fédération, et du coup, ça est devenu une institution de culture du gouvernement serbe. Donc ça appartient, si vous voulez, c'est sur la gérance du ministère de la Culture en Serbie. Donc ils continuent à produire des documentaires. Donc ils ne font pas des actualités, mais ils font des documentaires à la base des archives qu'ils gardent. C'est pas une cinémathèque. Non. C'est un centre d'archives. C'est une institution culturelle. Okay. Par exemple, il y a des historiens algériens qui souhaiteraient accéder à ces images. Est-ce que c'est facile d'accéder ou est-ce qu'ils peuvent demander... C'est pas du tout facile à accéder. C'est pas facile. Pour plusieurs raisons. Donc, un, c'est que le matériel n'est pas numérisé et eux, ils ont des moyens très, très, très limités. Donc, pour moi aussi, c'était une histoire d'essayer de caler des temps où je peux visionner. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, des tables de montage, on peut regarder. Il n'y a qu'un scanner, donc pour faire la numérisation, il faut attendre... Le scanner qui a été acquis récemment. Très récemment, du coup, il faut attendre son tour pour pouvoir faire ce travail. Mais surtout, il y a aussi quand même un statut très ambigu de ces archives entre le gouvernement algérien et le gouvernement serbe. Parce que à qui ça appartient vraiment? Je veux dire... Ah oui, votre question est posée dans le documentaire. Oui, et j'essaie de poser cette question parce qu'en fait, personne à l'époque, quand vous regardez la documentation autour du tournage, donc la négociation de passage de la Bodovic à Tunis, qui va couvrir quoi qu'on ferait, la Yougoslavie fait ça comme un geste d'aide technique à la lutte algérienne, mais du coup, vous vous trouvez dans une situation que quand vous regardez les contrats, personne n'a anticipé qu'est-ce qui va se passer après. Donc, ils ont mis tout en place pour le tournage. OK, nous, on va l'envoyer, vous allez envoyer des bobines, nous, on va rendre les bobines. Il n'y a aucune considération de comment on garde cette archive. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut scanner toutes ces archives et les partager avec d'autres pays comme l'Algérie ou les présenter à
à des institutions. D'autant plus, Selim, si vous permettez, c'est qu'il y a d'excellentes relations avec la Serbie, entre l'Algérie et la Serbie. Tout à fait. Ces questions peuvent être réglées dans des accords bilatéraux, par exemple, pour les archives ou pour le maintien ou la sauvegarde des archives. Ouais. Parce que finalement, ça appartient aussi aux Algériens. Effectivement. Surtout que la question mémorielle est une priorité en Algérie, que ce soit pour l'État ou pour la société. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de visages sur ces archives. Ce serait intéressant de reconnaître un petit peu tous ces moudjahidines, parce qu'il y en a qui sont encore vivants, il y en a qui sont partis. On a reconnu, par exemple, il y a une scène que vous avez montrée dans votre documentaire qui montre l'ex-président Chadli Benjdid, qui était officier à l'époque, qui salue les soldats. On a vu aussi Boumedienne dans une séquence. C'est important de dire en fait que Stéphane a passé le plus longtemps... C'est des images historiques. Effectivement, donc Stéphane a passé beaucoup de temps dans le bataillon chez Chadli Benjdid, qui est devenu un ami personnel. Et du coup, quand il est devenu président de l'Algérie, il a même, à sa visite officielle en Yougoslavie, il a même passé la nuit à la maison de Labudovic. Donc c'était vraiment une amitié profonde. Et il y a même un portrait de Chadli Benjdid dans la maison de Labudovic. Juste pour dire jusqu'où ça allait. Pas filmé ça. Son engagement. Si, j'ai filmé, mais c'est pas dans le film. Mais à chaque fois qu'il y a des visites de responsables algériens à Belgrade, il y a toujours la visite dans la maison de Labudovic. Justement, le Premier ministre, le chef d'état-major sont allés. Le Premier ministre Ayman Abdelrahman, quand il a visité la Serbie, il s'est rendu au domicile de Stefan Labudovic, qui était décédé, pour rendre hommage et présenter un petit peu ses condoléances à la veuve de Stéphane. Et on regarde les images, ces images ont été prises à Belgrade, ces images de l'enterrement de Stefan Labudovic qui a été honoré par l'ambassade d'Algérie à Belgrade. Je ne sais pas si la régie a retrouvé ces images. Ces images sont importantes parce qu'il a été drapé du drapeau algérien. Considéré comme un combattant algérien. Considéré comme un moudjahid, comme un combattant algérien. C'était touchant. Donc j'ai aussi filmé, évidemment, parce que je voulais suivre Stéphane jusqu'au bout. Et le moment où l'ambassadeur, son Excellence, M. Chebchoub, a donné le drapeau algérien à la veuve. À la veuve, justement. Il y a une photo, justement, de la veuve avec le drapeau. C'est quand même important, aujourd'hui, de rendre hommage à cette personne. Moi, en regardant vos deux documentaires, je pensais à un film cinéma, parce que son histoire, elle est formidable. Oui, c'est un personnage. C'est un personnage. Parce qu'à travers l'histoire, il a accompagné des... Est-ce que le cinéma serbe s'intéresse à ça? En même temps, moi, je dois vous avouer, comme un documentariste, que moi, je trouve que la vraie vie est toujours beaucoup plus passionnante que la fiction. Mais est-ce que vous êtes intéressé par la fiction? Non. Non, moi je trouve que la vie est beaucoup plus passionnante que la fiction. Surtout que le matériel qu'il a filmé est aussi d'une importance actuelle très très vivace, que ce soit l'axe des non-alignés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'actuellement on parle de plus en plus d'une nécessité d'un retour à une politique de non-alignement parce qu'on vit une situation de crise importante, notamment qui a été boostée par le conflit de haute intensité. Alors il y a une question, Mila, je voulais savoir, est-ce que Stefan Labudovic a rencontré René Vauthier? Non. Non, comment ça se fait? Parce qu'il y a quand même des événements auxquels l'Algérie a organisé, comme le panafricain en 2009, où René Vauthier était venu pour la dernière fois en Algérie avant de partir, et c'était peut-être l'occasion de le faire rencontrer, parce qu'ils ont filmé la Révolution, ils ont immortalisé l'image de la Révolution. Mais je peux vous dire qu'il l'a rencontré, il a bien connu Jamel Chanderli. Oui, ça c'est... ça je peux vous dire, parce que évidemment je lui ai demandé, une autre personne avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, c'était Pierre Chollet. Pierre Chollet, oui, tout à fait. Donc ça oui, mais René Vauthier, je sais qu'ils ne sont jamais croisés. Et pourtant, il était à Tunis, donc je ne sais pas, c'est le hasard des choses. Aujourd'hui, que reste-t-il justement de la mémoire de Stefan Labudovic, sachant que grâce à vos deux documentaires, même j'ai vu votre documentaire Cinéma Communisto qui rappelle un petit peu l'héritage du cinéma yougoslave et le studio dans lequel tournaient les stars américaines. Aujourd'hui, votre travail de mémoire est très important pour faire ressortir ces héros de la caméra. Moi, j'y tiens beaucoup, mais je pense que pour moi, c'est aussi un geste de résistance contre la tendance actuelle politique en Serbie de ne pas mémorialiser tout ce qui concerne la Yougoslavie. Donc pour moi, le travail avec les archives qui concernent la Yougoslavie est aussi pour dire que c'est quand même... Parce que nous, on est passé des étapes après la Yougoslavie, on avait des guerres pendant 10 ans, et puis la Serbie est sortie comme un pays où la Yougoslavie n'a pas sa place dans nos mémoires publiques. Donc on a changé le nom des rues, on a changé les fêtes publiques, tout était fait pour effacer l'histoire de la Yougoslavie socialiste.
Et pour moi, travailler les archives de cette époque-là, en fait, je trouve ça essentiel parce qu'il y a une rupture de mémoire qui se produit chez nous qui, à mon avis, est essentielle de combler pour les jeunes générations. Parce que je ne pense pas que c'est possible de construire son identité sans connaître son passé. D'ailleurs, Milad dit dans son documentaire, quant à le film Alger, le documentaire sur les non-alignés, elle dit l'Algérie est le seul pays au monde où le Yougoslavie continue d'exister. Ouais. C'est comme ça que je le vis, de toute façon. Quand je suis ici, on me traite comme Yougoslave. Et pour moi, qui est né en Yougoslavie, c'est un énorme honneur. Et du coup, c'est vrai qu'en Algérie, j'ai senti qu'il y a une existence dans l'imaginaire politique encore de cette Yougoslavie dans laquelle moi je suis née. Et dans vos films, vous parlez beaucoup de Tito. Ça reste quand même une figure importante dans l'histoire de la Yougoslavie ou de la Serbie aujourd'hui? Je peux vous dire que les jeunes générations, donc si vous demandez à quelqu'un qui a 18 ans, et si vous montrez l'image de Tito, je ne pense pas qu'il sera capable de vous dire qui c'est. Il n'est pas enseigné à l'école? Très peu. Très peu. Donc il y a une volonté d'effacement, quoi. Il y a une volonté d'effacement? Oui, il y a une vraie volonté d'effacement. Je peux même vous dire qu'au moment où on a organisé, donc l'année dernière, septembre 2021, était le 60e anniversaire du sommet de Belgrade. Dans le programme officiel, par exemple, de cette commémoration, ils n'ont pas prévu la visite du tombeau de Tito. Pourtant, c'est un grand personnage historique, même au-delà. C'est un grand personnage historique, oui, tout à fait. On le voit dans le documentaire. Vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Et comment Mila a vécu le démantèlement de la Yougoslavie? Comment moi je l'ai vécu? Elle a vécu à travers un documentaire avec sa mère. Elle le raconte dans ce Je le raconte effectivement. Donc j'avais 11 ans quand ça a commencé, j'avais 21 ans quand ça s'est terminé. Du coup, ça a vraiment marqué mon adolescence. Et certains ont vu mon film précédent qui était aussi montré ici à Alger en 2018. 2019. Où je raconte en fait cette période-là. Moi, je suis grandie dans une famille qui était profondément pro-yougoslave. Du coup, pour nous, on a vraiment vécu ça. L'envers d'une histoire, c'est le titre de votre documentaire qui raconte un petit peu le démantèlement dans votre maison, à l'intérieur de la maison. Donc tout le film, c'est comme un huis clos. Tout le film se passe à l'intérieur de notre maison familiale, qui était un de ces appartements. À l'époque, on appelait ça les kommunalka, donc les grands appartements divisés à l'époque communiste pour plusieurs familles. Et du coup, le film raconte à travers cet appartement divisé l'histoire d'un pays divisé. Alors, vos deux documentaires qui sont financés par des chaînes européennes et même la chaîne Al Jazeera, quel impact ont ces documentaires sur les chaînes européennes? Est-ce que ils ont été, surtout pour le film, les non-alignés, sachant que Ciné Guérilla, je ne pense pas qu'il intéresse beaucoup les télévisions françaises, mais les non-alignés, c'est un film intéressant sur le plan politique. C'est difficile à dire. Donc, les non-alignés vont être diffusés sur Arte. Donc, disons qu'il y a quand même un intérêt pour raconter cette histoire. Arte Germany. Oui, Arte Allemagne, effectivement. Mais bon, ça sera vu en France, effectivement. Mais ce qui était intéressant pour moi est que pour eux, ils trouvaient ça un sujet plutôt intéressant, mais ils sont partis de base qu'en fait leur public ne connaît pas ni le mot ni le sujet. Donc effectivement, dans la façon dans laquelle on a fait le film, on s'adresse aussi à un public qui n'a peut-être jamais entendu parler ni de non-alignement, ni de ce mouvement, même pas forcément de la Yougoslavie. Comme quoi le cinéma contribue parfois à écrire l'histoire. J'aime bien la réponse de Lakhdar Brahimi concernant l'histoire. Ouais, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer Lakhdar Brahimi comme quelqu'un qui était présent à la conférence de Belgrade en 1961 dans la délégation algérienne. Vous ne l'avez pas filmé? J'ai filmé, mais j'ai pas montré, pas encore dans le film. Et du coup, à la fin de notre entretien, il me dit, vous travaillez sur ça depuis quand? J'ai dit depuis 7 ans. Il m'a dit, mais c'est intéressant parce qu'il y a un an, ce sujet était folklorique et maintenant il est très politique. Politique à cause de la guerre en Ukraine et tout le monde réclame. Ça dénote d'une grande précision stratégique. Non-alignement, oui. Merci Mila d'avoir raconté vos histoires. C'est très intéressant, vos documentaires. On vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonne continuation pour la poursuite de votre parcours. On attendra avec impatience la suite des histoires de Labodovic, auxquelles on aimerait bien consacrer d'autres documentaires et surtout des livres, hein, parce que avec ces photos, on peut faire beaucoup de livres. Merci Faisal, merci Sofiane. Encore une fois, Mila est présente ici au Festival du film Engagé d'Alger. Venez voir, demain je crois il y a votre film qui passe. Votre documentaire, il passe demain? Non, c'était la dernière. L'essentiel, on souhaite que vous décrochiez un prix. Alors, je vous dis, cette émission est à présent terminée. On vous dit bonsoir et restez toujours branchés sur Al24 News.